Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble les régiments et armées de renom pour le dernier livre qui vient de sortir, à savoir, ou qui va sortir au moment où vous regardez la vidéo, des Orruk Clans. Dedans vous avez donc accès aux Iron Joe et aux Kruleboy. Qu'est-ce qu'on va avoir au sommaire? Donc 3 armées de renom, une Bigwag, une armée basée sur les Iron Joe sur Zogrod Dianvelsmarsha et une armée basée sur les monstres pour les Kruleboy. Vous allez voir que le nivellement des 3 armées il est peut-être, on va dire, voilà, il y a des grands écarts pour faire simple. Je vais essayer de tout vous présenter, qu'on comprenne ensemble l'importance de toutes les règles, comment ça fonctionne. Je vous ai fait un document, vous allez voir, qui peut être indigeste visuellement, mais en tout cas sur lequel je vais m'appuyer. Voilà, et ensuite on regardera ensemble les 2 régiments de renom qui permettront d'accompagner les armées de la destruction, mais on fera ça à la fin. Déjà, petit point pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur les Orruk Clans, j'ai raté une règle, donc quelqu'un en commentaire m'a fait la petite remarque, et c'est vrai que c'est une modification qui est importante pour le crocodile qui permet pour les Kruleboy de donner anciennement sur un 3+, plus 1 dégât aux blessures mortelles que font les crit hits. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est remplacé par une règle où vous distribuez automatiquement à une unité Kruleboy à 12 pouces un mot-clé de poison, et si vous faites des dégâts avec cette unité, vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités ennemies en phase violette, et sur un 2+, faire des 3 blessures mortelles. C'est un gros nerf de la règle comparé à l'ancienne, parce que maintenant, vous avez... C'est fiable à 100%, vous donnez le poison à vos unités, sauf que vous faites éventuellement... sur un 2+, des 3 blessures mortelles, si jamais vous avez réussi à blesser avec votre unité qui a le mot-clé poison. Donc c'est un petit peu compliqué à utiliser, en tout cas c'est une grosse perte de létalité pour les Kruleboy, et donc une perte de létalité pour les armées de renom qu'on va regarder ensemble. Allez, maintenant que ça c'est fait, on plonge directement dans la Bigwag. Donc Bigwag. Anciennement, Bigwag, vous aviez le droit de tout prendre, et vous aviez accès aux traits, aux artefacts, tout ça, c'était la Golden Boy des orques, c'était la V3, maintenant ça dégage. Donc vous comprenez bien que pour une armée de renom, vous perdez tous vos traits. Battle traits, artefacts, toutes les optimisations, les sorts, tout ça, donc plus de plus 1 dégât pour les Iron Joe, plus la charge, plus 1 WAG, tout ça. C'est fini. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui pour la Bigwag? Alors la Bigwag, on va déjà... Le premier point à comprendre, c'est le roster option qui souvent n'apporte rien quand on lit le texte, mais là est très important. Vous êtes obligé pour chaque héros Iron Joe ou Kruleboy prendre un héros de l'autre équipe. C'est bien précisé. Donc si par exemple je constitue mon armée avec une Mokrocha, je vais être obligé pour pouvoir jouer Bigwag d'avoir un autre régiment lead par un héros Kruleboy. Vous êtes obligé d'avoir l'équilibre. Donc, si jamais vous jouez 2 héros Kruleboy, dans l'autre sens, vous êtes obligé de jouer 2 héros Iron Joe. Et vice-versa. Il y a une seule exception, c'est Kragnos qui porte les 2 mots-clés Kruleboy et Iron Joe. Donc, lui pourra éventuellement venir bloquer le trou manquant dans votre constitution. Mais ça vous force aujourd'hui, sur une Bigwag, à avoir... c'est un problème, en tout cas, un problème. Dans le list building, c'est une conception, il va falloir faire très très attention à ce que vous faites. Déjà que le list building sur la V4 est particulier, donc là il faut le prendre en considération en plus. Maintenant pour les unités, vous avez accès à toutes les unités Iron Joe Kruleboy, à l'exception des régiments de renom et des décors de faction. Pareil, pas de décor de faction. Donc si jamais vous souhaitez jouer que Bigwag sur la V4, pas besoin d'acheter le décor, c'est des économies faites en euros, parce que vous ne pouvez pas le prendre. Voilà. Bon, maintenant qu'on a compris comment on crée notre Bigwag, on va regarder les nouvelles règles qu'on gagne. Alors, vous avez 4 battle traits. Le premier vous dit que once per battle deployment phase, donc à votre phase de déploiement, vous allez pouvoir choisir un héros non unique Bigwag Iron Joe et un héros non unique Bigwag Kruleboy et leur donner un héroïque trait à chacun d'eux. Donc, un outil intéressant. Vous allez voir, il y a 4 traits héroïques. Vous allez pouvoir vous adapter potentiellement au déploiement à qui vous affrontez pour les bonus que vous allez donner à votre armée. Vous allez voir que certains traits héroïques sont plus forts que d'autres, je pense que ça ne changera pas grand-chose, mais en tout cas, vous avez accès à 2 traits héroïques, parce que vous savez que si vous prenez un héros Kruleboy, vous êtes obligé d'avoir un Iron Joe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Intéressant comme premier trait de bataille, ce n'est pas non plus exceptionnel, mais bon, c'est un bon bonus qu'on prend.
Le deuxième, c'est une règle qui se fait one Spartan your hero phase, donc que pour votre phase de héros à vous, qui vous demande de prendre une unité Big Wag Iron Joe et une unité Big Wag Cruel Boy et leur donner le mot-clé suivant, Power of the Wag. Voilà, donc on comprend qu'à la phase de héros, on va pouvoir donner 2 bonus, un Iron Joe, un Cruel Boy. Donc quand on va constituer son roster pour faire sa Big Wag, on va essayer de faire en sorte qu'à chacune de vos phases de héros, vous ayez 2 unités éligibles à recevoir ce mot-clé. Attention, petit défaut à cette règle-là, c'est pour le Battle Round. Ce qui fait que si jamais vous êtes deuxième joueur, souvent, et que vous n'avez pas de double tour, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de votre bonus un temps optimisé. C'est un peu, normalement, on a l'habitude jusqu'à votre prochaine phase de héros. Là, non, c'est que pour le Battle Round, donc vous pouvez passer un tour sur 2 sans règle de Power of the Wag. Donc maintenant, vous me dites, ouais, super, j'ai donné une Power of the Wag à 2 unités, qu'est-ce que j'en fous? Le Power of the Wag, c'est votre troisième trait qui vous dit que c'est un passif, donc vous allez être éligible tout le temps tant que vous répondez à la condition. La condition, c'est d'avoir le mot-clé, donc c'est très simple. Si vous êtes unité Iron Joe, vous gagnez plus 1 au jet de charge et plus 1 au jet de course. Et si vous êtes unité Cruel Boy, vous gagnez un critical hit sur du 5+. Donc, 2 outils très intéressants qui viennent compenser la WAG des Iron Joe, qui vous donne plus une attaque, plus 1 de charge. Vous n'avez pas le plus une attaque, vous avez le plus 1 de charge. Le plus 1 de course est assez anecdotique parce que vous n'avez aucune course et charge dans l'armée. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et pour le Cruel Boy, par contre, le critical hit sur 5+, c'est top parce que c'est attaque. Ce n'est pas précisé corps à corps, donc ça marche pour les archers et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une règle intéressante, un petit peu plus forte, je pense, pour les Cruel Boy que pour les Iron Joe, mais plus 1 de charge, ça se prend quand même. Et pour finir, vous avez du coup une 4e règle qui est, je pense, la règle la plus importante de la Big Wag, parce que ce qu'on a vu pour le moment, c'est pas exceptionnel. C'est One Spartan Your Moment Phase. Si votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous pouvez sélectionner une unité Big Wag qui a commencé la partie avec 3 modèles ou plus, et qui a été détruite pendant la partie. Vous pouvez la ramener à la vie un demi-effectif, entièrement à 12 de votre seigneur de guerre et à plus de 9 pouces des ennemis. Il n'y a aucune condition de point de commandement, aucune condition de jet de dés. C'est la manière de ramener à la vie le plus fiable du jeu aujourd'hui, c'est la Big Wag. Donc, si vous commencez avec 10 brutes, vous en ramènerez 5, 3 cochons, vous en ramènerez 2, 10 crudipasses, vous en ramènerez 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous avez une énorme récursion gratuite à votre phase de mouvement, à plus de 12, entièrement à 12 du seigneur de guerre, à plus de 9. Il suffit juste que votre seigneur de guerre reste en vie. Donc pareil, sur la constitution de liste, on va comprendre qu'il va falloir prendre un seigneur de guerre qui n'ira, je pense, pas souvent au casse-pipe. On va éviter de donner seigneur de guerre à Inmokrocha. Peut-être que Kragnos, s'il est sélectionné en tant que seigneur de guerre, ça peut compliquer l'usage de la Big Wag. Parce que s'il meurt, vous perdez cette règle et qui est extrêmement structurante. C'est la meilleure règle que vous avez aujourd'hui dans la Big Wag sur les 4 qu'on a vus. Parce que donner plus un course, plus un charge, c'est pas non plus exceptionnel. Et le crit sur les 5+, c'est pas mal, mais bon. Donc voilà, pareil, sur votre constitution de roster, il va bien falloir réfléchir à quelle unité je mets ou ça, parce que vous allez pouvoir avoir une récursion de malade. Donc bien protéger ces héros, bien protéger ces choses-là. Alors, pour les optimisations, l'artefact, il est vraiment nul, qui vous dit que le porteur, à chaque fois qu'il fait un jet de sauvegarde non modifié de 6+, pour une combat attaque, donc combat attaque c'est seulement le corps à corps, vous infligerez une blessure mortelle à la fin de la fight ability, donc destiné principalement, je dirais, à un personnage qui a au moins 10 points de vie, qui est un peu tanky, mais ça va pas casser une partie, voilà, c'est un peu anecdotique. Par contre, l'Heroic Trade, vous avez compris, vous allez pouvoir en donner un à un Iron Joe et un à un Cruel Boy. Vous avez 4 Heroic Trade. Le premier, c'est un passif qui vous dit que si le porteur de ce trait héroïque détruit un héros, vous gagnez Power of the Wag jusqu'à la fin de la battle. Sur le papier, ça peut paraître intéressant, sauf que si vous êtes un héros Iron Joe, vous gagnerez juste plus un course, plus un charge. C'est pas avec ça que vous allez retourner une partie. Si vous êtes un héros Cruel Boy, vous aurez crit X sur le 5+. Un petit peu plus intéressant, cependant, je sais pas si un héros Iron Cruel Boy est optimisé pour porter ce trait-là. Parce que, voilà, vous connaissez les héros Cruel Boy, c'est pas des fous de guerre au combat. Souvent, il n'y a qu'une seule arme qui a le crit X. Donc, voilà.
je pense pas que ça soit celui qui soit le plus utilisé à l'avenir. Ensuite, vous en avez 3. Je vous ai pas mis le détail, mais partez du principe que les 3 suivants ont le mot-clé Brutal Cunning et qui fonctionnent tous de la même manière. C'est Once per battle, your hero phase. Donc vous allez pouvoir utiliser une de ces abilities, qui est un trait héroïque, et vous n'avez pas le droit de l'utiliser si vous avez utilisé un autre Brutal Cunning, d'accord ? Donc il va falloir réfléchir à la tempo de la manière dont vous en servez. Donc vu que vous êtes éligible à avoir 2 traits héroïques, vous irez prendre principalement dans ces 3-là, selon vos besoins. Et là, les joueurs bigwag, vous allez devoir bien maîtriser le levier de quand est-ce que je m'en sers, quand est-ce que je m'en sers pas, parce que c'est à votre phase de héros. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 3 règles des traits héroïques ? La première vous dit que si le porteur a le mot-clé Power of the Wag, donc vous êtes obligé à votre phase de héros de désigner un héros qui a le trait héroïque pour pouvoir utiliser l'aptitude. Donc c'est une sorte de garde-fou, un nerf, parce que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la règle supplémentaire sur une autre unité. On va principalement penser à, je sais pas moi, un petit sorcier ou un petit prêtre qui a ce trait héroïque, et du coup, vous lui mettez Power of the Wag, et il va pouvoir utiliser l'aptitude. On comprend bien dans le séquencement, voilà ce que je vais vous dire. Donc, si vous avez Power of the Wag, vous allez pouvoir utiliser cette capacité. La première vous dit que pour le reste du Battle Round, donc si vous êtes joueur 1, c'est très bien parce que ça sera plus longtemps. Si vous êtes joueur 2, c'est un peu plus court. Les unités entièrement à 12 de ce personnage auront une ward à 5. Donc, pouvoir mettre ward à 5, les Cruel Boy, on sait ce que ça fait. Vous avez une optimisation qui vous permet de l'avoir jusqu'à la fin du turn. Ça protège énormément parce qu'on a beaucoup de points de vie. Là, on modifie aussi les Iron Jaw dedans, donc beaucoup de points de vie en save à 3, ward à 5, ça commence à être très très tanky, Nurgle connaît. Donc c'est un super bonus. Par contre, vous allez perdre éventuellement sur un héros Iron Jaw ou sur un héros Cruel Boy le crit hit ou le plus un course plus un charge. Donc vu que le plus un course plus un charge est plus faible, je pense qu'on donnera le Power of the Wag à un héros Iron Jaw qui va pouvoir s'en servir pour faire le Brutal Cunning ward à 5 entièrement à 12. Notamment sur une Mokroja, par exemple, ça fera un gros socle, ou sur un méga boss à pied aussi. Le deuxième, c'est le même principe, il va falloir donner Power of the Wag, péter le trait de coup une fois par bataille, qui vous dit que les unités entièrement à 12 du porteur ont crit to hit. Donc là, ça commence à être très sexy d'avoir une grosse partie de votre armée, des brutes, des hard boys, des crutipas éventuellement, si jamais vous êtes contre des armées qui n'ont pas une grosse protection, une grosse save, pas besoin d'aller chercher les crit blessures mortelles, mais d'aller chercher crit to hit, pourquoi pas. Seulement, c'est que pour les armes de mêlée, donc les archers n'en bénéficieront pas. Mais ça peut vraiment vous apporter une grosse létalité le moment où vous vous engagez. Donc là, je dirais pareil, vu que vous ne pouvez pas avoir 2 crit hit, qu'un héros Cruel Boy porterait ce trait-là, claquerait le Power of the Wag et donnerait le crit to hit principalement à des unités Iron Jaw pour augmenter leur létalité. Et le dernier, c'est pareil, Once per battle hero phase. Et là, cette fois-ci, c'est donc toujours pareil pour le reste du Battle Round. Vous donnez plus 1 to bless, plus 1 to wound, donc plus 1 bless pour les unités de combat, attaque. Donc pareil, combat attaque, c'est que de la mêlée. Fait par les unités bigwag quand elles sont entièrement à 12 du porteur. J'ai mis GW, mais c'est une erreur, c'est bigwag. Donc plus 1 bless, c'est un super fiabilisateur. Quand vous blessez principalement à 3, vous allez avoir un plus 1 bless, c'est très très fort. C'est entièrement à 12. Attention, comme d'hab, ces bonus ne s'appliquent pas sur les compagnons. Donc bien réfléchir à sa constitution de roster, à qui prend quoi, blablabla. Ensuite, pour les manifestations, vous avez accès, si vous prenez le domaine des Iron Jaw et des Cruel Boy, juste au Foot of Gork. Bon, c'est toujours limitant de ne pas avoir accès aux 3. Je pense qu'on ira chercher un autre domaine de sort. Et vous avez un sort en illimité. Pareil, je ne sais pas si on aura beaucoup de sorciers pour le lancer. Ça sent sur le 7+, c'est entièrement à 12 du sorcier. Une unité infanterie, c'est bien précisé, bigwag. L'effet, c'est si c'est une unité Iron Jaw. En fait,
Vous choisissez unité, elle prend le mot-clé. Si c'est unité Iron Joe, elle aura 3 dossés jusqu'au début du prochain tour. Si c'est unité Kruleboy, elle a 3 de mouvement. Mais ce bonus s'applique que si votre unité est entièrement à 12 d'une autre unité qui a un mot-clé inverse. C'est très bizarre, mais en gros, je cible mes brutes. Elles ont plus 3 dossés tant qu'elles sont entièrement à 12 d'unité Kruleboy. Si je cible mes Kruleboy, elles auront plus 3 de mouvement tant qu'elles sont entièrement à 12 d'unité Iron Joe. On comprend un peu la balance qu'ils veulent faire, mais bon, je trouve ça, pour un lancement de 7 et donner 3 dossiers à des brutes, par exemple, ça n'a pas très haut d'intérêt. Donner 3 de mouvement, c'est intéressant pour le Kruleboy, mais on a vu qu'avec le régiment de renom, qui donne déjà plus de mouvement à de l'infanterie, et on est quasiment que de l'infanterie, je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça, parce que là, ça cible déjà de l'infanterie. Donc le sort en est limité, un peu douteux. L'idée, c'est que vous avez 2 sorciers, vous mettez sur unité Kruleboy, unité 1, machin, et les 2 partent en même temps, mais c'est pas dingue. Et pour la prière, j'ai oublié de mettre le lancement, c'est 4+. Vous allez pouvoir, du coup, c'est un peu étrange, choisir une unité entièrement à 12 du porteur, quoi, du lanceur, qui est en combat. Donc une unité infanterie qui est en combat. Et si c'est le cas, cette unité aura le droit de faire 2 fight ability avec un frappe en dernier sur la deuxième activation. Donc très très forte comme prière. Cependant, ça va vous demander des setups particuliers parce que il faut que l'unité que vous sélectionnez soit en combat. Alors si c'est avec un endless spell, un truc comme ça, c'est très bien parce qu'éventuellement vous pouvez le banish et ensuite aller faire 2 fight ability. Sinon, bah vous êtes bloqué un peu dans votre corps à corps, ou si vous n'êtes pas engagé, vous pouvez pas vous en servir. Donc un petit peu peut-être décevant dans le setup. On aurait préféré juste un fight 2 fois. Encore un garde-fou, j'ai envie de dire, sur ce livre d'armée, qui, je trouve, à mon goût, a vraiment trop de garde-fous. On se pose des questions, pourquoi il y a autant de règles qui sont encadrées, qui sont ci, qui sont ça. Donc là, nous avons vu ensemble toutes les règles qui définissent la bigwag. Maintenant, on va se penser un peu dans la construction. Moi, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je mettrais dans ma bigwag. Bah, déjà, il me faut un sorcier, un prêtre. Quel est le meilleur sorcier entre le prêtre à pied des Iron Joe et le prêtre des Kruleboy? Bah, je pense que c'est celui des Kruleboy, donc on prendrait un vasomancien. Et donc, si je prends un vasomancien, il me faut un héros Iron Joe. J'irai chercher le seul prêtre qu'on a, le Warchanter. Warchanter veut dire, je vais prendre des unités, bah, principalement, on voit que tout fonctionne avec l'infanterie, donc qui peuvent bénéficier au maximum du crit to hit, de ces choses-là. Donc, j'irai chercher des brutes, et les brutes, pour les magnifier, j'irai chercher Zogroth. Donc, je prendrai un Warchanter, Zogroth, des brutes, et de l'autre côté, un vasomancien avec, bah, il me faut une unité qui puisse prendre le crit to hit sur les 5+, quoi, le crit hit sur les 5+. Donc là, pareil, j'irai chercher des arbalétriers parce que je suis pas sûr que les que les Gruitipas tiennent la comparaison pour du crit plus avec les Iron Joe qui peuvent avoir les blessures mortelles, pareil avec Zogroth. Ensuite, là, on a une ouverture. Ce combo-là, ça vous fait 1040 points. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? La question se pose. Je pense qu'il faut aller chercher un peu de mobilité. Donc, est-ce qu'on prend en seigneur de guerre le Warchanter et on va chercher des cochons dedans? Est-ce qu'on va chercher des Gruitipas ou des Hobgroth pour avoir des écrans? Une baliste, un héros peut-être cavalerie en Kruleboy pour aller chercher un autre héros à côté, peut-être un autre chaman, je sais pas, ou alors un mégaboss à pied. Attention, dans le bouquin, vous oubliez pas que le mégaboss à pied ne buffe plus automatiquement sur un 3+, les brutes. Il faut aller chercher une fight ability qui leur permet de faire combattre. Donc voilà, ça, je pense que le list building en bigwag va être un peu compliqué, notamment pour trouver toutes les optimisations qu'on veut, pour pouvoir avoir tous les buffs qu'on veut. Cependant, on a vu qu'une ward à 5, une fois par partie entièrement à 12, et un crit to hit, c'est des très très gros bonus, mais voilà, ça peut être limitant. Donc comme j'ai dit, moi je vous donne 1040 points, je pense que c'est la base d'une bonne unité bigwag. Après, qu'est-ce qu'on peut compléter? À vous de voir. Je sais pas si Kragnos... Alors, il y a une double casquette, c'est très intéressant, mais les points qu'il apporte, la charge à 3d6, est si impactant que ça ou pas. Après, honnêtement, si vous commencez à placer vos optimisations, à savoir crit to hit entièrement à 12, d'un héros assez mobile,
qui peut donner sur de la charge à 3d6 avec des grues qui passent, des choses comme ça, ça peut avoir quelque chose de très explosif. Et on a vu la récursion, vous ramenez des unités à toutes vos phases de mouvement. Donc, je sais pas si on veut prendre tout le temps des unités renforcées. Peut-être que des unités de 3, quand on en ramène 2, c'est largement suffisant pour rajouter la récursion. En tout cas, voilà. C'était la Bigwag sur sa première forme. Maintenant, on va passer à la deuxième armée de renom, à savoir celle des... Comment ça s'appelle ? De Zogrod the Anvil Smasher. Allez, à tout de suite. Alors, maintenant, on va pouvoir regarder ensemble la deuxième armée de renom, une armée très intéressante, une armée spécialisée pour les Iron Jaw, qui s'articule principalement autour du personnage nommé Zogrod the Anvil Smasher. Comment on constitue cette armée de renom ? Principalement, vous êtes obligé d'avoir Zogrod, et ça doit être votre seigneur de guerre. Là, pour le moment, très simple. Vous avez le droit à tous les héros Iron Jaw infanterie, donc pas de Mokrocha, pas de Gorgunt, la gougère, tous les trucs montés, c'est pied-taille seulement, donc ça va vous laisser un mégaboss à pied, un war chanteur et un chaman, point barre, plus le héros Hardboy aussi. Et vous avez le droit à toutes les unités non-héros Iron Jaw infanterie, donc pas de cave, toujours pas, ce qui fait que votre armée est très restreinte en nombre d'unités. Zogrod, le héros, donc Hardboy, Shaman et le prêtre, Brut et les Ragers, et vous avez aussi les Hardboy. Donc pas grand chose sur des très très différents, mais c'est pas grave parce que vous allez voir que l'armée est quand même très structurante à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'on mettait de beau, bien sûr pas de régiment de renom, mais ça c'est standard pour toutes les armées de renom. Nous avons donc 4 battle traits. Le premier est un passif qui s'applique à toute l'armée de renom. Donc en fait, l'armée de renom gagne le mot-clé Zogrod Ironmonger. Après, je mettrai que Zogrod quand il y a le mot-clé, entre guillemets. Qui vous dit que vos armes ont plus 1 de rend contre les War Machines et plus 1 contre les Faction Terrain. Bon, pas se mentir, des War Machines, il n'y en a pas 150 000. Principalement, la seule qui est un peu impactante, c'est Glutos. Donc si vous jouez contre Slanesh, vous allez pouvoir lui faire plus facilement des dégâts, sinon ça va pas changer grand chose. Et les terrains de faction, à part Sylvaneth qui peuvent rejeter leurs terrains de faction, les autres terrains de faction c'est pas non plus la mer à boire, mais bon, en tout cas on prend ça, c'est gratuit, on va pas se prendre la tête plus que ça pour cette règle là. Ensuite, vous avez la règle suivante. Vous avez la règle suivante qui est un autre passif qui vous dit que les unités, donc Friendly, Zogrod, Ironmonger, Hardboy, donc attention, c'est bien encadré avec le mot-clé Hardboy, qui ont 3 modèles ou plus. Donc quand vous commencerez à avoir plus que 2 mecs, ça marchera plus. Gagnent une ward à 5 quand ils sont entièrement à 12 d'une autre unité Friendly, Zogrod, Hardboy, avec 3 modèles ou plus. Donc tout de suite, on comprend qu'il va falloir jouer des packs de 10, des packs de 20, plusieurs packs, et les packs se buffent entre eux quand ils sont entièrement à 12 des uns des autres, ward à 5. Donc c'est déjà de base 10 modèles, donc 20 points de vie save à 3. Si vous voulez renforcer 40 points de vie save à 3, en ward à 5, ça vous fait un très très beau body. Moi j'appelle ça d'une bioball, un peu référence à Starcraft je veux dire, où vous mettez beaucoup de PV rassemblés à un endroit, je veux dire. Donc là c'est le cas, on comprend tout de suite l'intérêt, et surtout vous pouvez aussi les séparer, vous n'êtes pas obligé de jouer en château, mais en 2 châteaux, 2 castles. Tant que vous restez dans vos bulles à 12, vous avez ward à 5. Donc c'est une armée, on comprend, qui principalement est fait pour recevoir, parce que c'est assez délicat de envoyer vos unités chargées et respecter bulle à 12, mais par chance tout bouge du même mouvement, parce que vous n'avez que de l'infanterie, donc tout bouge de 4. Et donc, entre guillemets, vous allez pouvoir plus facilement maîtriser vos terrains d'engagement. La règle suivante, c'est une once per turn end of any turn, donc à n'importe quelle phase violette. Vous allez prendre une unité infanterie, donc de toute façon, vous n'avez que de ça, Zogrod Ironmonger, et donc qui est à plus de 9 des ennemis, et vous allez pouvoir la faire bouger de D6. Attention, pour pouvoir bénéficier de ce D6, c'est aussi écrit, il ne faut pas que vous n'ayez pris de dégâts ce tour-ci. Donc on va dire que c'est principalement, soit vous avez... Comment ça s'appelle ? Vous êtes en début de partie, soit vous avez tanké tout ce qu'on vous a mis dessus. Si vous êtes à plus de 9 de vos adversaires, vous n'avez pas pris de dégâts, vous pouvez bouger de D6, et il y a tous les garde-fous qui vont avec. Vous ne pouvez pas traverser les zones d'engagement, vous ne pouvez pas engager, vous ne pouvez pas finir en combat. Mais, partant du principe que nous bougeons principalement de 4, on va dire 6 grâce au nouveau à nouvel régiment de renom,
régiment de renom, bodyguard, excusez-moi, garde d'honneur, vous allez pouvoir avoir une unité qui peut aller plus loin, donc éventuellement commencer à mettre en place des tactiques de bataille, ça se fait en phase violette, donc pouvoir rentrer sur un objectif, dîner à une tactique, ainsi de suite, ainsi de suite, donc c'est très très intéressant comme outil, c'est juste dommage le D6, mais on prend ce qu'on nous donne. Et la dernière règle, c'est la plus structurante pour cette armée de renom. On vous dit que Zogrod Ziandilshmasha, quand il est within 3 d'une unité alliée, il a une ward à 4. Et comme toutes les règles de ward à 4 dans le jeu, quand vous réussissez un jet de ward en V4, vous transférez les blessures sur l'unité à côté de vous. Donc, ce qui va vous permettre, vu que vous avez quand même une save à 3 sur Zogrod, de pouvoir le mettre en avant. Il va prendre un rôle de combattant, il va pouvoir se projeter, encaisser des dégâts, frapper, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça vous fait un beau biol. N'oubliez pas que les jets que vous réussissez de ward, quand elles sont transférées, elles sont non wardables. Donc, même si vous avez une ward à 5 sur vos unités autour de vous, vous ne pouvez pas protéger. Mais ça fait une grosse survivabilité pour ce personnage-là qui est très structurant car il donne crit mortel sur un 4 ou un 3+, relançable à des unités, vous avez vu, qui sont en save à 3, ward à 5. Bien sûr, nous n'avons plus accès à la prière qui donne plus un dégât, donc il va bien falloir choisir sur qui on le met, mais je pense que une armée basée sur des orques noirs, des hardboys, qui, on ne l'oublie pas, dans la nouvelle version du livre, font leur shield bash à toutes les phases de combat. Attention, il y a bien le garde-fou, c'est les modèles à 3 pouces de l'unité ciblée, qui sont ward à 5, vous allez pouvoir avoir des brutes, principalement classiques ou rager, qui vont pouvoir prendre le crit mortel et apporter la létalité que peut manquer l'armée sous certaines conditions. Pour les optimisations, donc le trait héroïque est très fort, il vous dit que le porteur, quand les unités qui sont entièrement à 12 de ce porteur font un ralliement, vous allez rajouter 3 au jet de ralliement, donc on sait que le héros Hardboy donne déjà 3, donc vous allez pouvoir faire, parce qu'il est designé pour lui ce trait, principalement, faire vos ralliements sur des unités, si ce sont des hardboys, avec 6d6 supplémentaires, donc 12d sur du 4+, ça commence à être vraiment sympa pour le ralliement, et si jamais c'est des brutes, 9d c'est aussi très sympa. Donc vous favorisez facilement le ralliement, c'est un très très bon héroïque trait pour une armée qui a besoin, on n'est pas de récursion comparé à la Big Wag, donc a besoin de pouvoir revenir un petit peu à la vie, c'est top. L'artefact. Alors l'artefact lui aussi est très intéressant, va bien falloir choisir qui le porte. Il vous dit que si n'importe quel any damage point ont été alloués à l'unité ennemie fait par des attaques de mêlée de ce porteur, l'unité ennemie gagne le mot-clé cramped jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Et l'unité qui est cramped, elle a moins un save et ignore les modificateurs positifs de sauvegarde. Donc pas de défense en règle. Si jamais vous aviez des bonus, genre ça n'existe plus le bouclier mystique, mais on sait que par exemple vous avez certaines règles dans le jeu qui peuvent vous donner un +1 de sauvegarde sous condition. Par exemple le chaudron de sang en doc, quand vous êtes entièrement à 6 du chaudron, vous avez +1 de save pour l'infanterie, là pareil vous le perdrez, vous perdez tous les bonus positifs. Donc c'est stat comme si vous mettiez un -2 à l'adversaire parce qu'il a -1 de base quand il est cramped et en plus il peut pas Soul in Def. Donc un très bon artefact à positionner sur un héros qui peut se permettre d'aller au close pour pouvoir le mettre. Vous n'avez pas non plus 150 choix, hein. Vous avez un méga boss à pied ou le hardboy parce qu'on va pas prendre le chaman ou le prêtre pour porter ça parce qu'il va quand même faire des dommages, mais ça commence à être intéressant. On voit une armée très résistante qui peut accueillir et il lui suffit de faire un dégât pour pouvoir mettre cramped à quelqu'un, donc assez fort comme artefact. Pour les sorts, vous avez un seul sort, c'est unlimité, qui sont sur du 7, entièrement à 12 du lanceur, une infanterie, de toute façon il n'y a que ça dans l'armée, +1 sur les dés de charge, donc vous avez de la charge à 3d6. C'est votre sort illimité. Est-ce qu'on commence à réfléchir à prendre 2 sorciers pour pouvoir avoir, 2 charges à 3d6 ? Pourquoi pas ? Ça se lance sur du 7, mais on fait un petit tour en bas. Le domaine de manifestation que vous en avez le droit qu'à un seul quand vous prenez celui des Iron Joe, et c'est la chicha qui vous donne +1 ou +2 sur le lancement de sort, et +1/+2 en charge sur un 5+, si vous y arrivez, donc ça peut se réfléchir en partant du principe que vous allez avoir de toute façon un sorcier qui sera tout le temps, souvent de niveau 2, parce que quand vous avez plus de 10 modèles autour de lui, il gagne +1 de power leveling, donc peut-être 2 sorciers de niveau 2, un qui va pouvoir tenter son
7+ classique, l'autre avec la chicha ou avec une place de pouvoir. Donc essayez d'aller chercher en tout cas de la charge à 3d6. Très très bon sort en illimité sur les 7+. Et la prière est pas mal du tout, assez difficile à mettre en place, mais pareil, vous avez la manifestation. C'est 5+, 10+. Vous allez pouvoir choisir quand c'est 5+, un feature de terrain, donc un élément de décor, entièrement à 12 du réciteur, ou entièrement à 18 si vous faites un 10+. Et en fait, ce terrain a un mot-clé, et toutes les unités qui finissent un mouvement ou qui commencent un mouvement à 6 pouces de cet élément de décor, sur un 2+, des 3 blessures mortelles. Vraiment bien piloté, cette prière, je pense, peut faire des grosses blagues. Vous avez certains décors de faction qui sont très structurants et du coup, dès que vous restez un peu autour. Vous avez des décors qui sont très gros sur les parties ou des forêts parce que vous voulez vous protéger du tir, voilà, de ces choses-là, même si vous n'avez pas de tir, qui peuvent vous apporter du couvert, des choses comme ça. Donc, très intéressant. 6 pouces, c'est quand même grand, hein. Ça va vous permettre de couvrir une longue zone. Et même de faire une zone d'interdiction à votre adversaire, en sélectionnant un élément de décor, en lui disant voilà, cet élément de décor, il est jusqu'à ma prochaine phase de héros maudit. Si tu commences ou finis un mouvement sur un 2+, c'est D3, et votre adversaire va se dire merde, est-ce que j'y vais pas, parce que si j'y vais, je finis mon mouvement, je prendrai 2+, D3, et si j'en commence un au tour d'après, pareil. Donc très très intéressant, en tout cas comme prière, comme quoi il peut y avoir un peu de créativité des fois chez Games, plus que les classiques qu'on peut voir ensemble. Donc c'est cool. Donc voilà, ça c'est l'armée de renom de Zogloth. On comprend. Heureusement qu'aujourd'hui on a le plus 2 de move en bulle, parce que sinon l'armée aurait un peu boité de l'aile. Mais là on a une armée qui commence à avoir une belle prise de table, peut-être des difficultés à faire les tactiques de mouvement, à part si vous allez chercher des ragers qui peuvent avoir course et charge, et de la charge à 3d6, des petites blessures mortelles par ça. Vous êtes quand même très très tanky sur vos orques noirs qui aujourd'hui génèrent quand même pas mal de blessures mortelles. On va aller chercher le héros Hardboy, donc vous serez toujours sur du 5+, peut-être même 2 héros Hardboy, parce que aujourd'hui, vu que vous êtes obligatoirement pied-taille, vous n'allez pas aller chercher des héros peut-être plus chers comme Demo Crochat ou Kragnos. Donc je pense que vous aurez quand même pas mal d'unités sur table, très intéressantes en tout cas, notamment si vous avez les vieux Hardboy, vous allez pouvoir... moi, je connais pas mal de joueurs qui en avaient 15, 20, 30, 40. Donc, pouvoir tester cette armée de renom, c'est très très intéressant. Alors maintenant, nous allons regarder la 3e armée de renom, c'est celle des Kruleboy. Très intéressant en jeu, hein. Je pense que vous pouvez vous amuser autour de cette armée. Cependant, vous allez voir que les restrictions mises en place peuvent limiter, on va dire, un petit peu l'usage de cette dernière en jeu égal. Vous allez dans l'obligation de prendre un Swamp Boss Scum Drake, qui doit être votre général, et vous avez le droit aux unités suivantes: Snatch a Boss on Slug Drake, Kill a Boss on Vulcar, Break a Boss on Mind Brute, Marshall Crawler, là, c'est le truc avec le rose là, avec le panier, et ensuite vous avez le droit de prendre un Cruel Boy Infanterie non héros, donc ça sera une unité Cruel Boy Infanterie pour chaque monstre que vous prenez. Et vous avez le droit de prendre un Cruel Boy Shaman, donc c'est un vasomancien, héros pour chaque monstre. Donc vous allez être obligé de prendre des monstres. Les monstres coûtent cher, malgré la baisse en points, pour pouvoir prendre d'autres unités. Donc je pense que vous n'aurez pas grand chose sur table. Vu la construction de liste, ça risque d'être un petit peu compliqué, sachant que vous n'avez pas accès bien sûr à Kragnos, parce qu'il ne répond à aucune de ces conditions-là. Et on est parti pour les battle traits. Donc le premier est un passif qui vous dit que vous soustrayez un jet de touche pour les armes combat attaque, donc c'est la mêlée, qui cible les unités friendly, donc amis, Murkravast, et il y a un autre mot, je ne me rappelle plus, entre guillemets, c'est les unités de ce régiment de renom, de cette armée de renom, quand elles sont entièrement à 12 unités de l'armée de renom, monstre qui n'a pas chargé. Donc on comprend qu'une unité de monstre qui n'a pas chargé, entre guillemets, elle a une bulle entièrement à 12, et toutes les unités qui sont dans cette bulle ont moins un touche. C'est un passif, je vous rappelle que les passifs en V4 ne se cumulent pas, vous ne pouvez pas être entièrement à 12 de 2 monstres et avoir moins 2 touches, ça marche pas. Vous répondez qu'un seul passif à la fois. Cependant, ça reste quand même une très bonne règle pour protéger vos unités d'infanterie si vous arrivez à en rentrer, vos monstres, tant que vous restez entièrement à 12 d'un monstre qui n'a pas chargé, parce que ce dernier pue tellement fort que les autres ont du mal à toucher.
une bonne règle qui vous apportera quand même une bonne défense, parce qu'on sait que le -1 touche aujourd'hui est très structurant, notamment avec toutes les armées qui touchent à 4 passeraient à 5, et passer de 3 à 4, pareil, c'est un gros delta, personne ne veut toucher à 4, c'est une purge. La règle suivante, c'est une What Spartan Your Movement Phase. Si vous dites prendre une unité de monstre qui n'a pas été setup ce tour-ci, et cette cible peut faire un mouvement de 3 pouces, elle peut rentrer dans une zone de combat et engager, a le droit de finir son mouvement en combat. Donc c'est le Mighty Destroyer des Iron Joe qu'on récupère dans ce régiment de renom, dans cette armée de renom, pour les unités de monstres qui n'ont pas été setup. Donc intéressant d'avoir ce tricks-là en phase de mouvement, car vous allez pouvoir faire courir votre monstre, et ensuite, si vous ne souhaitez pas charger, engager des unités pour casser des règles de charge, d'anti-charge, de choses comme ça, donc une bonne règle. Cependant, ce n'est qu'à votre phase de mouvement, donc vous ne pouvez pas le faire au tour adverse, comme font par exemple Blade of Corn ou les Iron Joe. Et ensuite, vous avez une One Spartan Enemy Combat Phase Army. C'est une horreur, c'est un rampage, donc tous vos monstres peuvent faire, mais il n'y en a qu'un seul qui peut le faire, parce que c'est One Spartan Army. Vous allez jeter autant de dés que votre monstre a de caractéristiques de points de vie, et sur chaque cible, l'unité ciblée prendra, chaque 6, l'unité ciblée prendra une blessure mortelle. Donc, je sais pas, quand vous avez 10, 12, 13, 14 points de vie, c'est points de vie maximum, mais bien sûr, pas les blessures. Vous allez faire 2, 3, 6. Je suis pas convaincu que ce rampage, faire 2, 3 blessures mortelles est intéressant. Peut-être sur un 5+, ça aurait été cool, mais là, bon, voilà, c'est un seul monstre qui peut le faire. Ça va pas plier une game, donc un rampage plutôt moyen. Alors, pour les artefacts, intéressant sur le gameplay, vous en avez qu'un seul. Hein. Vous allez devoir choisir un objectif à 6 pouces en face de héros. Cet objectif devient infecté pour le reste de la bataille, parce que c'est une fois par partie. Et en fait, les unités ennemies qui contestent un objectif infecté, ils ont -3 d'OC et ils peuvent pas améliorer leur OC. Ils ignorent le petit modificateur. Donc on comprend que GW aimerait bien que l'OC soit quelque chose de beaucoup plus important dans le jeu. Cependant, ce n'est pas 40K. Vous ne faites pas des tests de... Je sais plus comment ils appellent ça, leur test à eux, pour pouvoir savoir si vous le réussissez, raté, machin, truc bidule. Aujourd'hui, l'OC est une valeur, je trouve, trop faible. Sous condition, bien sûr, c'est fonctionnel, hein, mais voilà, ce n'est pas non plus un truc complètement craqué. Dans l'idée, vous allez jouer beaucoup de monstres, donc vous avez un OC de 5, et donc quand vous enlevez -3 à votre adversaire, souvent il aura un OC plus bas que le vôtre, donc vous savez pouvoir le contrôler. Mais le problème, c'est que si vous êtes mort, vous n'avez pas contrôlé grand-chose, quoi. Et le Trait est très fort. L'unité qu'il porte a une ward à 5. Donc vous allez avoir un monstre qui va avoir une ward à 5, ne serait-ce que le mec sur le vautour, par exemple, qui en save à 4, ou sur le lynx qui en save à 3, ça vous fait des beaux bodies, hein, c'est sympa. Un croco, ça marche bien aussi, hein, pourquoi pas. Donc quand vous commencez à avoir ward à 5, -1 touche, ce sont des bonnes règles, mais comme je vous disais, dans la construction de l'armée, le fait de devoir prendre plusieurs monstres qui coûtent cher va vous forcer à avoir très peu de ressources sur table, excusez-moi. Donc c'est un bon trait, on va pas se mentir, mais voilà, je suis pas... des questions se posent. Pour les manifestations, vous n'avez accès que au Foot of Gork si vous prenez les Iron Joes, Zoro Quarkland, excusez-moi. Le sort, c'est un Unlimited qui sont sur 7+, donc c'est dur à lancer. Ou les Within 12, une infanterie de cette armée de renom. L'unité gagne une ward à 5. Donc, intéressant de se dire, si on arrive à passer le sort, c'est difficile, hein, mais vous avez +1 de cast sur le vasomancien. Je ne sais pas si on pourra se permettre d'aller chercher plusieurs vasomanciens, et en plus d'avoir plusieurs unités d'infanterie. Mais dans l'idée, si vous avez 2 vasomanciens avec 2 packs de Grutipass, par exemple, ou Grutipass et Obgroth, ces derniers pourront être en ward à 5. -1 touche, ça vous fait une belle zone défensive. Donc, comme je vous disais, l'armée a quand même des outils très intéressants de prise de table. Cependant, attention au nombre d'unités que vous pouvez mettre sur table. Si vous réussissez à passer vos sorts, tout ça, ça peut être très fort. Cependant, si vous dévissez vos bulles ou vous ratez vos sorts, c'est quand ça être tout nu, quoi. Et la prière, c'est un Within 12 de l'unité infanterie qui est en combat.
Non, là, regardez pas prière, j'ai oublié de le retirer si j'ai fait un copier-coller de document quand j'ai étiré le document. Il n'y a pas de prière, vous n'avez pas de prêtre, hein, donc ça règle vite la question. Donc on comprend une armée, comme je vous disais, qui est assez intéressant dans la Constitution. Sur table, c'est magnifique. Cependant, selon les coups en point de l'armée, est-ce qu'on va rentrer plus ou moins de choses? Je n'ai pas les coups en point aujourd'hui, c'est normal, c'est trop tôt. On aura ça courant janvier au moment du sortie du livre. On a vu quand même qu'il y a beaucoup d'unités en Kruleboy, je veux dire, qui ont pris des nerfs, donc les points, j'imagine, vont descendre, et donc potentiellement avoir plus de trucs sur table à voir. En tout cas, là, vous avez vu les 3 armées de renom. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le moins cher, ça sera toujours pareil, dépendant des coûts en points. Cependant, si vous avez une collection large de Rook War Clan, pouvoir mixer un peu tout ça et vous faire plaisir avec des gameplays alternatives. On va essayer d'exploiter ce livre au maximum, vu qu'il n'y a aucune différence comme on le souhaitait en tant que joueur Rook par rapport à l'index, qui est triste. Alors là, c'est très simple, on va pouvoir passer maintenant au régiment de renom. Donc les régiments de renom, vous n'avez pas le droit de les prendre dans vos propres factions, il faudra les prendre dans les factions alliées. Vous voyez que le premier régiment, Dat Earthling Hogs, c'est chez les Subs, chez les Gloom, chez les Kruleboy, chez les Bonesplitter et chez les Ogres, excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est un Tussbog Ambogrota et une Mogrunta Gujir. Donc sur le papier, déjà, ces 2 unités, c'est un peu compliqué parce que les 2 sont full monstres, donc tout touche principalement à 4. La Gougère a une save à 4 et l'autre a une save à 3. La Gougère peut, sous condition, mettre un Fright Last, et le Tossboss peut donner des points de momentum à la Gougère. Bon. Je sais pas le coup en point que ça va être. Sur le papier, déjà, c'est des unités qui sont chères, donc je pense qu'on en a au moins pour 500, voire 600 points sur ces 2 trucs-là. Je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt. Cependant, si vous cherchez 2 unités mobiles dans les armées qu'on a vues en haut, ça peut être intéressant, parce qu'il bouge de 10. Vous avez 2 règles. La première règle, c'est une once par battle, your charge phase, je vois que je joue bien R là. Quand vous la déclarez, l'unité qui utilise cette capacité doit faire partie du régiment renom et doit être un Tossboss. Donc il n'y a que le Tossboss qui peut servir celle-là, et en fait, pour le reste de la phase, chaque fois que vous allez finir un mouvement de charge avec soit le Tossboss, soit la Gougère, prendre une unité ennemie sur laquelle vous avez fini un pouce, rouler un D3, et sur un 2+, c'est D3 blessures mortelles, et si l'unité est une infanterie, vous faites un dégât supplémentaire. Attention, le dégât supplémentaire, et c'est bien écrit, j'ai pas noté là, s'applique que si vous faites des dégâts. Donc si sur votre D3 vous faites 1 ou 2, sur votre D6 je vais dire 1 ou 2, donc vous faites pas de blessure, vous n'en faites pas, c'est pas minimum 1, non, c'est soit vous faites 2, soit 3, et si c'est de l'infanterie, soit 3, soit 4. Donc ça coûte un peu cher pour faire sur un 2+ D3, on sait que le 2+ D3 c'est très très foireux comme jet, souvent ça se rate. Et vous avez l'autre capacité qui vous dit One Spartan Army, en n'importe quelle phase de combat, vous pourrez prendre une unité de ce régiment qui a chargé ce tour-ci et qui n'a pas utilisé de Rampage. Donc ça veut dire vous n'avez pas encore fait le Rampage de la Gougère, le frappant dernier, ou le Rampage du Tossbox pour gagner du momentum. La cible peut faire un mouvement de D6, doit finir en combat et gagne un momentum. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres Rampage derrière. Bon, je pense que c'est très situationnel. Si jamais vous avez un momentum très bas sur la Gougère et que vous voulez pas tenter votre frappe en dernier, vous ferez celui-là. Mais sinon, vraiment, si vous avez besoin de mouvement, mais pareil, c'est D6. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va sur cet régiment de renom. Je suis pas convaincu par les règles. On aurait peut-être préféré des trucs un peu plus agressifs, un peu plus violents. Vous ne pouvez pas donner en plus la bête de compétition dans les règles de bodyguard, de garde d'honneur, parce que c'est un régiment de renom, ainsi de suite, ainsi de suite. À moins que ça soit vraiment faible en coût, ça peut s'envisager, mais vu comment les autres régiments de renom dans les autres armées sont cost, je pense pas qu'on en voit beaucoup sur table. Et la dernière, c'est celle des Kruleboy, c'est un Swamp Boss comme Drake et 2 unités de 10 modèles d'Upgrowth. Donc pareil, à voir combien ça coûte, peut-être chez les subs, parce que c'est accessible chez les subs, chez les Gloom, chez les Bones, vous n'avez pas accès chez les Ogres. Ça peut vous faire un peu de body pour prendre des écrans, avoir le coup en point si c'est assez proche d'un petit géant ou pas.
ou de 2 petits géants, parce que c'est 130 un petit maintenant, à voir, mais je suis pas convaincu qu'on le voit beaucoup non plus. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un passif qui vous dit que les unités de ce régiment peuvent utiliser une run ability et quand même shoot si elles sont entièrement à 12 du Swamp Boss, du Croco. Donc on sait que les Hobgrottes ont des petites grenades, bon, d'avoir course et tir, ça vous apporte un peu plus de létalité, mais c'est pas ce qui va non plus changer une partie. Et vous avez une once par phase army, hero phase. Vous choisissez une unité ennemie en combat avec une unité de ce régiment, vous lancez un dé, et si le dé est supérieur au double de la caractéristique de point de vie, vous slainez un modèle. Bon, moi je suis joueur sub, j'ai cette règle de tuer des mecs sur le double de point de vie de l'unité, à part si la cible elle a 1 point de vie, vous y arrivez jamais. Même avec 2, il faut faire un 4+, c'est très compliqué. C'est vraiment la pire itération de règles. On préfère des trucs comme le Star Drake, égal ou supérieur, ou juste égal, ou juste supérieur. Là, c'est vraiment pénible. Donc, pour moi, vraiment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, ce régiment de renom. C'est dommage d'écrire des règles, de proposer des trucs, mais qui sont bâclés, je dirais. C'est un peu fort, mais voilà, j'ai le sentiment, en tout cas, que sur cette édition du livre d'armée, beaucoup de choses sont un peu bâclées, des garde-fous un peu de partout, ça manque de créativité, c'est dommage. Se dire que voilà, pendant 3 ans, on va rester avec ça, voire plus si en V5, le livre sort beaucoup plus tard et qu'il n'y a pas d'index. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour les fautes, je vois qu'il y a plein de fautes, j'ai écrit ça un peu à la va-vite pour vous proposer un document intéressant. En tout cas, voilà. Vous avez les 3 armées de renom, les 2 régiments, donc essayez de vous amuser avec. Commencez à vous projeter surtout pour la sortie du livre, qu'est-ce qui peut vous intéresser, pas vous intéresser. Et puis, essayons de faire comprendre à Games par peut-être des mails ou des commentaires dans les articles qui vont dire dans les semaines à venir qu'on aurait aimé avoir un produit peut-être un peu plus différent. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas bonne soirée si c'est le soir, une bonne journée en journée. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par le Tipeee, merci aux tipeurs. N'hésitez pas aussi à profiter du code promo EGID qui vous donne 10% de réduction sur le site partenaire Phoenix Wargame. Et puis je vous dis à une prochaine dans une vidéo. Allez, ciao tout le monde.